Chapitre 8. La tour des anges. Will demanda: Qui est cet homme qui détient le couteau? Il traversait Oxford à bord de la Rolls-Royce. Sir Charles était assis à l'avant, à demi tourné sur son siège. Will et Lyra avaient pris place à l'arrière. Pantalaimon, métamorphosé en souris, se reposait entre les mains de la fillette. Quelqu'un qui n'a pas plus de droit sur ce couteau que je n'en ai sur la laitiomètre, Répondit Sir Charles. malheureusement pour nous tous, la laitiomètre est en ma possession. Et c'est cet homme qui a le couteau. Mais comment connaissez-vous l'existence de cet autre monde? Je sais un tas de choses que vous ignorez. Cela vous étonne? Je suis beaucoup plus âgé que vous, et beaucoup mieux informé. Il existe un certain nombre de portes entre ce monde-ci et l'autre. Ceux qui connaissent leurs emplacements peuvent voyager aisément entre les deux. Il existe à Citagaz une guilde de soi-disant érudits qui ne s'en privait pas autrefois. Vous n'êtes pas d'ici, s'exclama Lyra tout à coup. Vous venez de cet autre monde, pas vrai? Une fois de plus, elle ressentit cet étrange tiraillement de la mémoire. Elle aurait parié qu'elle avait déjà vu cet homme quelque part. Non, c'est faux, Répondit-il. Will intervint. Si on veut reprendre le couteau à cet homme, on a besoin d'en savoir plus sur lui, car je doute qu'il nous le donne de son plein gré, n'est-ce pas? certainement pas. Ce couteau est l'unique chose capable de repousser les spectres. Ce ne sera pas une tâche facile, assurément. Les spectres ont peur du couteau? Oui, terriblement. Pourquoi attaquent-ils uniquement les adultes? Vous n'avez pas besoin de le savoir pour l'instant. C'est sans importance. Lyra, Ajouta Sir Charles en se tournant vers la fillette. parle-moi un peu de ton surprenant compagnon. Il faisait allusion à Pantalaimon. Dès qu'il prononça ces mots, Will comprit que le serpent caché dans la manche du vieil homme était un démon lui aussi, et que Sir Charles venait certainement du même monde que Lyra. Il l'interrogeait sur Pantalaimon afin de donner le change. Il ignorait donc que Will avait entreaperçu son démon. Lyra plaqua Pantalaimon contre sa poitrine, et celui-ci se métamorphosa aussitôt en gros rat noir. Il enroula sa longue queue autour du poignet de la fillette et foudroya Sir Charles avec ses yeux rouges. Vous n'étiez pas censé le voir, normalement, dit-elle. C'est mon démon. Vous autres, dans ce monde, vous croyez que vous n'avez pas de démon, mais c'est faux. Le vôtre, il aurait l'apparence d'un bousier. Il rétorqua du tac au tac. Si les pharaons de l'ancienne Égypte s'estimaient flattés d'être représentés par un scarabée, je ne vais pas me plaindre. Ainsi, tu viens d'un monde encore différent, très intéressant. La laitiomètre vient du même endroit que toi, ou bien tu l'as volée au cours de tes pérégrinations? On me l'a donné, répondit Lyra, furieuse. C'est le maître de Jordan College qui me l'a remis. Il m'appartient légalement. Et vous ne sauriez même pas quoi en faire, espèce de vieil imbécile puant. Même en 100 ans, vous ne seriez pas capable de le déchiffrer. Pour vous, ce n'est qu'un jouet. Mais moi, j'en ai besoin. Et Will aussi. On le récupérera. Soyez tranquille. Nous verrons, Dit Sir Charles. c'est ici que je t'ai déposé tout à l'heure. Vous voulez descendre? Non, répondit Will, car il avait repéré une voiture de police un peu plus loin dans la rue. De toute façon, vous ne pouvez pas aller à Sigaz à cause des spectres. Peu importe que vous sachiez où se trouve la fenêtre. Conduisez-nous un peu plus loin dans Ring Road, Comme vous voulez. dit Sir Charles, et la voiture redémarra. Quand vous aurez le couteau, si vous réussissez à le récupérer, téléphonez-moi. Alan viendra vous chercher. Ils gardèrent tous le silence jusqu'à ce que le chauffeur arrête la Rolls-Royce. Alors que Lyra et Will descendaient, Sir Charles s'adressa au garçon. Au fait, si vous ne pouvez pas récupérer le couteau, inutile de revenir. Si vous vous présentez chez moi les mains vides, j'appelle la police. Je suis sûr qu'ils s'empresseront d'arriver quand je leur donnerai ton vrai nom. William Parry, c'est bien ça? Oui, je ne m'étais pas trompé. Il y a une excellente photo de toi dans les journaux d'aujourd'hui. Sur ce, la Rolls-Royce repartit. Will était estomaqué. Lyra lui secoua le bras. T'en fais pas, lui dit-elle. Il ne dira rien à personne. Il l'aurait déjà fait sinon. Allez, viens.
10 minutes plus tard, il se tenait sur la petite place, au pied de la tour des anges. Will avait évoqué l'apparition du démon serpent dans la manche de Sir Charles, et Lyra s'était immobilisée en pleine rue, harcelée une fois de plus par un souvenir vague. Qui était donc ce vieil homme? Où l'avait-elle déjà vu? Elle avait beau se creuser la cervelle, l'image demeurait floue. J'ai pas voulu en parler devant lui, dit Lyra, mais j'ai vu un homme tout là-haut, hier soir. Il s'est penché pour regarder en bas quand les enfants faisaient du raffut. Comment était-il? Jeune, avec des cheveux bouclés, pas vieux du tout. Mais je l'ai vu juste un instant, tout en haut, entre les créneaux. J'ai pensé que c'était peut-être... Tu te souviens d'Angelica et Paolo? Paolo nous a dit qu'ils avaient un frère aîné qui lui aussi était venu en ville. Mais Angelica a fait taire Paolo comme s'il dévoilait un secret. Je me suis dit que c'était peut-être lui. Peut-être qu'il cherche le fameux couteau lui aussi. Et je pense que tous les enfants le savent. C'est même pour cette raison qu'ils sont revenus ici. Fit Will, en levant les yeux vers le sommet de la tour. Peut-être. Lyra repensa à sa discussion du matin avec les enfants sur le port. Aucun d'eux n'oserait jamais entrer dans la tour, avait-il dit. Il y avait, paraît-il, des choses terrifiantes à l'intérieur. De fait, elle se souvenait encore de son propre sentiment de malaise lorsque Pantalaimon et elle avaient jeté un coup d'œil par la porte entr'ouverte avant de quitter la ville. C'était peut-être pour cela qu'ils avaient besoin d'un adulte pour pénétrer dans la tour. Son démon voletait autour de sa tête, papillon de nuit dans la lumière éclatante du soleil, et il lui murmurait ses inquiétudes à l'oreille. Chut, fit-elle. On n'a pas le choix, Pan. C'est notre faute. On doit réparer notre bêtise, et il n'y a pas d'autre moyen. Will longea le mur de la tour du côté droit. Au coin, une étroite ruelle pavée s'enfonçait entre la tour et la maison voisine, et Will s'y aventura, en levant les yeux pour examiner les lieux. Lyra lui emboîta le pas. Il s'arrêta sous une fenêtre située à la hauteur du deuxième étage et s'adressa à Pantalaimon. Peux-tu voler jusque là-haut et jeter un coup d'œil à l'intérieur? Le démon prit aussitôt l'apparence d'un moineau et s'envola. Il pouvait tout juste atteindre la fenêtre, et Lyra laissa échapper un petit cri de douleur quand il se posa sur le rebord et resta perché là-haut pendant 1 ou 2 secondes avant de redescendre. La fillette poussa un profond soupir et inspira plusieurs fois à fond, comme quelqu'un qui vient d'échapper à la noyade. Will l'observa d'un air perplexe. C'est très pénible quand ton démon s'éloigne de toi, expliqua-t-elle. Ça fait mal. Désolé. Alors tu as vu quelque chose, Pantalaimon? Des escaliers, répondit le démon, et des pièces sombres, avec des épées accrochées au mur, des lances et des boucliers également, comme dans un musée. J'ai vu l'homme. Il dansait. Il dansait? Oui, il avançait d'avant en arrière, en faisant de grands gestes avec sa main. On aurait dit qu'il combattait une chose invisible. Mais je l'ai juste entrevu à travers une porte ouverte, pas très nettement. Peut-être qu'il se bat contre un spectre, suggéra Lyra. En l'absence d'autre hypothèse, ils continuèrent leur inspection. Derrière la tour, un haut mur de pierre surmonté de morceaux de verre pilés protégeait un petit jardin où des parterres d'herbes aromatiques, soigneusement entretenus, entouraient une fontaine. Pantalaimon fut envoyé en éclaireur encore une fois. De l'autre côté, une ruelle semblable à la première les ramena à leur point de départ sur la place. Les fenêtres tout autour de la tour étaient étroites et enfoncées dans la pierre comme des yeux au milieu d'un visage renfrogné. Nous sommes obligés d'entrer par devant, commenta Will. Joignant le geste à la parole, il gravit les marches et poussa la porte. Les rayons du soleil s'engouffrèrent à l'intérieur de l'édifice. Les lourdes charnières grincèrent. Il avança d'1 ou 2 pas, et, ne voyant personne, il continua de progresser. Lyra le suivait de près. Le sol était constitué de dalles de pierres usées et lustrées par les siècles, et l'air était frais. Avisant une volée de marches qui s'enfonçait dans le sol, Will s'y aventura à petits pas et découvrit une vaste pièce au plafond bas, avec une énorme chaudière éteinte, tout au fond, là où les murs de plâtre étaient noircis par la suie. Mais il n'y avait pas âme qui vive. Il remonta dans le hall où il retrouva Lyra,
les yeux levés vers le sommet de la tour et le doigt sur les lèvres, pour lui intimer le silence. Je l'entends, chuchota-t-elle. Il parle tout seul, on dirait. Will tendit l'oreille, et il l'entendit lui aussi. Une sorte de fredonnement, presque un murmure, interrompu parfois par un éclat de rire rauque ou un petit cri de colère. On aurait dit la voix d'un fou. Will respira un grand coup et entreprit de gravir l'escalier. Celui-ci était fait d'énormes et larges planches de chêne noircies. Les marches étaient aussi usées que les dalles de pierre du hall, mais bien trop épaisses pour grincer sous les pas. La lumière diminuait à mesure qu'il montait, car elle n'entrait que par les étroites fenêtres, semblables à des meurtrières, qui s'ouvraient dans les murs à chaque palier. Will et Lyra montaient un étage, s'arrêtaient pour tendre l'oreille, puis continuaient à monter. Les murmures de l'homme s'accompagnaient désormais de bruits de pas rythmés et discontinus. Ils provenaient d'une pièce située au bout du palier, dont la porte était entr'ouverte. Will s'en approcha sur la pointe des pieds et l'ouvrit de quelques centimètres supplémentaires pour regarder de l'autre côté. C'était une grande pièce, au plafond recouvert d'un entrelac d'épaisses toiles d'araignée. Sur les murs s'étendaient des rayonnages remplis d'ouvrages en piteux état, déformés et rongés par l'humidité. Les grosses reliures de cuir s'écaillaient comme du plâtre. Plusieurs livres ouverts gisaient par terre ou sur les tables poussiéreuses, d'autres avaient été rangés pêle-mêle sur les étagères. Au centre de cette pièce, un jeune homme dansait. Pantalaimon avait raison, c'était exactement l'impression qu'il donnait. Tournant le dos à la porte, il glissait d'un côté puis de l'autre, et pendant tout ce temps, sa main droite s'agitait devant lui comme s'il se frayait un chemin à travers des obstacles invisibles. Dans cette main, il tenait un couteau parfaitement ordinaire de prime abord, une simple lame terne d'une quinzaine de centimètres avec laquelle il transperçait, découpait, tailladait, lacérait le vide. Soudain, il sembla sur le point de se retourner, et Will recula derrière la porte. Le doigt sur les lèvres, il fit signe à Lyra de le rejoindre, et il l'entraîna vers l'escalier pour monter à l'étage supérieur. Alors, que fait-il murmura-t-elle. Il lui décrivit de son mieux le comportement du jeune homme. Il a perdu la tête, commenta Lyra. C'est un jeune homme maigre, avec des cheveux bouclés. Oui, des cheveux roux, comme ceux d'Angelica. Il est fou, c'est certain. Tout cela me paraît encore plus invraisemblable que les explications de Sir Charles. Allons jeter un coup d'œil là-haut, avant d'aborder ce type. Sans protester ni poser de questions, Lyra le laissa gravir en premier un escalier de plus pour arriver au dernier étage. Il faisait beaucoup plus clair ici car une volée de marches peinte en blanc menait au toit, ou plus exactement, à une structure de bois et de verre qui ressemblait à une serre. Même au pied des marches, on sentait toute la chaleur qu'elle absorbait. C'est alors qu'ils entendirent un grognement venu de là-haut. Ils sursautèrent. Ils étaient convaincus qu'il n'y avait qu'une seule personne dans la tour. Pantalaimon fut tellement surpris lui aussi qu'il se métamorphosa aussitôt en oiseau et vint se poser sur la poitrine de la fillette. Will et Lyra découvrirent ainsi qu'il s'était pris par la main, instinctivement. Un peu gênés, ils se lâchèrent lentement. Il vaudrait mieux aller voir, murmura Will. J'y vais. Non, moi d'abord, dit Lyra d'une voix basse. C'est moi la fautive. Justement, tu m'obéis. Elle fit la grimace, mais le laissa passer devant. Au sommet des marches, Will déboucha dans le soleil. La lumière à l'intérieur de la structure de verre était aveuglante, et il y faisait aussi chaud que dans une serre, si bien que Will avait autant de mal à voir qu'à respirer. Avisant une poignée de porte, il l'abaissa et se précipita au dehors en levant la main pour protéger ses yeux des rayons du soleil. Il se retrouva sur un toit en plomb, entouré par le parapet crénelé. La structure de verre se dressait au centre et le toit s'inclinait légèrement de tous les côtés vers une gouttière située à l'intérieur du parapet, percée de trous carrés creusés dans la pierre, destinés à évacuer l'eau de pluie. Un vieil homme aux cheveux blancs était allongé sur le revêtement en plomb, en plein soleil. Son visage était couvert d'ecchymoses et de traces de coups. En s'approchant, ils découvrirent qu'il avait les mains attachées dans le dos. Les ayant entendus arriver, il grogna de nouveau
et essaya désespérément de se retourner pour se protéger. Calmez-vous, lui dit Will. On ne vous fera pas de mal. C'est le type au couteau qui vous a mis dans cet état? Grommela le vieil homme. Je vais vous détacher. La corde avait été nouée à la hâte, de manière maladroite, et elle ne put résister aux mains habiles de Will. Avec Lyra, il aida le vieil homme à se lever, et ils le conduisirent à l'ombre du parapet. Qui êtes-vous? Interrogea Will. On s'attendait à trouver une personne dans cette tour, pas deux. Je m'appelle Giacomo Paradici, marmonna le vieil homme entre ses dents cassées. C'est moi le porteur, et personne d'autre. Ce jeune homme m'a volé le couteau. Il y a toujours de jeunes fous qui prennent des risques insensés à cause de ce couteau. Mais celui-ci est prêt à tout. Il va me tuer. Mais non, dit Lyra. Qui est le porteur? Qu'est-ce que ça signifie? Je veille sur le poignard subtil pour le compte de la guilde. Où est le jeune homme? Il est juste en dessous, répondit Will. On l'a aperçu en montant. Il ne nous a pas vus. Il faisait de grands gestes dans le vide. Il essaye de percer une ouverture, mais il n'y arrivera pas. Quand il... Attention! S'écria Lyra. Will se retourna. Le jeune homme grimpait à l'intérieur de la serre. Il ne les avait pas encore vus. Mais il n'y avait aucun endroit pour se cacher sur ce toit, et au moment où il se redressait, il perçut leur mouvement du coin de l'œil et fit volte-face. Aussitôt, Pantalaimon se transforma en ours dressé sur ses pattes arrière. Seule Lyra savait qu'il était incapable de toucher cet homme, et celui-ci l'observa d'un air hébété pendant une seconde, mais Will constata qu'il n'avait pas véritablement conscience du danger. Aucun doute, cet homme était fou. Ses cheveux roux bouclés étaient tout emmêlés, son menton constellé de bave, ses pupilles dilatées, et surtout, il avait le couteau, et eux n'étaient pas armés. Will remonta la pente du toit pour s'éloigner du vieil homme en position fléchie, prêt à bondir, que ce soit pour se battre ou esquiver une attaque. Soudain, le jeune homme s'élança et tenta de le lacérer à coups de couteau, en frappant de droite à gauche, de gauche à droite. Il se rapprochait peu à peu, obligeant Will à reculer jusqu'à ce qu'il se retrouve acculé dans un angle de la tour. Pendant ce temps, Lyra rampait par derrière, vers le jeune homme, avec le bout de corde. Will bondit à son tour comme il l'avait fait chez lui, face à l'intrus, avec le même résultat. Son agresseur surpris recula en titubant, trébucha sur Lyra et tomba lourdement sur le toit. Tout cela s'enchaînait trop rapidement pour que Will puisse avoir peur. En revanche, il eut le temps de voir le couteau échapper au jeune homme et se planter dans le revêtement en plomb quelques dizaines de centimètres plus loin, aussi aisément que dans du beurre. La lame s'enfonça jusqu'au manche et s'immobilisa. Le jeune homme se retourna immédiatement pour le récupérer, mais Will le plaqua au sol et le saisit par les cheveux. Il avait appris à se battre à l'école. Les occasions n'avaient jamais manqué à partir du jour où les autres enfants avaient découvert que sa mère n'avait pas toute sa tête. Il avait appris également que le but d'une bagarre de cour d'école n'est pas de faire admirer son style, mais d'obliger votre adversaire à s'avouer vaincu, autrement dit, de lui faire plus de mal qu'il ne vous en fait. Il fallait se montrer impitoyable, et Will avait découvert que, au pied du mur, peu de personnes en étaient réellement capables. Lui, si. Malgré tout, c'était la première fois qu'il se battait contre un adversaire presque adulte, armé d'un couteau qui plus est, et il devait à tout prix l'empêcher de le récupérer maintenant qu'il l'avait laissé tomber. Il enfouit ses doigts dans l'épaisse tignasse humide du jeune homme et tira vers lui de toutes ses forces. L'autre poussa un grognement et se jeta sur le côté pour tenter de se libérer. Mais Will tenait bon, et son adversaire poussa un cri de douleur mêlé de rage. Il parvint néanmoins à se mettre en position accroupie et à se rejeter en arrière, écrasant ainsi Will sous son poids. Cette fois, Will ne put résister au choc. Il eut le souffle coupé et lâcha prise. Le jeune fou se libéra. Will tomba à genoux dans la gouttière, incapable de respirer, tout en sachant qu'il ne pouvait pas rester là. Mais en essayant de se relever, il enfonça le pied dans un des trous d'évacuation de la gouttière. Pendant un bref instant de terreur, il crut qu'il n'y avait plus que le vide derrière lui.
Ses doigts agrippèrent désespérément le plomb brûlant pour retenir sa chute, qui ne se produisit pas. Seule sa jambe gauche pendait dans le vide. Il ramena son pied à l'intérieur du parapet et parvint à se redresser. Pendant ce temps, son adversaire s'était jeté sur le couteau, mais il n'eut pas le temps de l'extraire du plomb, car Lyra avait bondi, griffant et mordant comme un chat sauvage. Toutefois, elle ne parvint pas à le saisir par les cheveux, et le jeune dément la repoussa brutalement. Quand il se releva, il brandissait le couteau. Lyra était tombée sur le côté. Pantalaimon se tenait près d'elle, transformé en véritable chat sauvage, le poil dressé, les dents sorties. Will eut le temps d'observer réellement le jeune homme roux. Aucun doute, c'était bien le frère d'Angelica. Une terrible violence l'habitait. Toutes ses pensées haineuses étaient fixées sur Will, et il tenait le couteau. Heureusement, Will n'était pas totalement désarmé. Il avait récupéré le bout de corde que Lyra avait laissé tomber, et il l'enroula autour de sa main gauche pour parer les attaques du couteau. Il se déplaça de côté entre le soleil et son adversaire, de manière que celui-ci soit obligé de plisser les yeux. Mieux encore, la structure de verre projetait des reflets éblouissants, et Will constata que l'autre en était presque aveuglé. Il bondit sur la gauche du jeune dément, à l'écart du couteau, en gardant sa main gauche levée devant lui, et il lui décocha un violent coup de pied dans le genou. Il avait pris soin de viser, et son pied frappa en plein dans la rotule. Le jeune homme s'effondra avec un grognement de douleur, avant de reculer en boitant. Alors Will se jeta sur lui, le rouant de coups de poing des deux mains et de coups de pied, frappant partout où il le pouvait, obligeant l'autre à reculer vers la maison de verre. S'il parvenait à le repousser jusqu'en haut de l'escalier, cette fois le jeune homme tomba plus lourdement, et sa main droite qui tenait le couteau heurta le revêtement en plomb au pied de Will. Celui-ci l'écrasa immédiatement avec force, broyant les doigts de son agresseur entre le manche et le sol, puis après avoir resserré la corde enroulée autour de sa main, il frappa du pied une deuxième fois. Le jeune homme hurla et lâcha enfin le couteau. Will chuta dedans aussitôt. Fort heureusement, son pied heurta le manche et non la lame, et le couteau glissa sur le toit en tournoyant, pour finir sa course dans la gouttière, juste à côté d'un trou d'évacuation. La corde était détendue de nouveau autour de la main gauche de Will, et une surprenante quantité de sang jaillit d'on ne sait où, arrosa le toit et ses chaussures. Déjà, le jeune homme se relevait. Attention hurla Lyra, mais Will était sur ses gardes. Profitant de ce que son adversaire était en position de déséquilibre, il se jeta sur lui et le percuta de tout son poids. Le jeune homme bascula à la renverse et tomba sur la paroi de verre de la serre qui vola en éclats. La fine ossature en bois ne put résister, elle non plus. Étendu au milieu des débris, sur les marches, il voulut agripper l'encadrement de la porte, mais celui-ci n'avait plus rien pour le soutenir, et il s'effondra à son tour. Le jeune homme chuta jusqu'au sol, accompagné par une pluie de verre. Immédiatement, Will se précipita vers la gouttière pour récupérer le couteau. Le combat était terminé. Couvert de coupures et meurtri, le jeune homme gravit les marches en boitant, mais il découvrit Will debout devant lui, le couteau à la main. Une lueur de folie furieuse enflamma son regard, puis il pivota sur lui-même et s'enfuit. Will s'assit lourdement par terre en poussant un long soupir. C'est alors seulement qu'il prit conscience de la gravité de la situation. Il lâcha le couteau et plaqua sa main gauche contre sa poitrine. La corde était imbibée de sang. Et quand il la déroula, tes doigts s'exclama Lyra, horrifiée. Ah, Will Son auriculaire et son annulaire tombèrent en même temps que la corde. Sa tête se mit à tourner. Le sang jaillissait à gros bouillons des deux moignons. Son jean et ses chaussures étaient déjà trempés. Il dut s'allonger et fermer les yeux. Pourtant, la douleur n'était pas insupportable, constata une partie de son esprit, avec un étonnement diffus. Ce n'était pas la douleur fulgurante et vive d'une coupure superficielle, plutôt une douleur sourde, lancinante et profonde. Jamais il ne s'était senti si faible. Sans doute s'était-il assoupi quelques instants d'ailleurs. Penchée au-dessus de lui,
Lyra s'occupait de son bras. Il se redressa pour regarder les dégâts et sentit son estomac se soulever. Le vieil homme était à ses côtés, lui aussi, mais Will ne voyait pas ce qu'il faisait. Et pendant ce temps, Lyra lui parlait. Ah, si seulement on avait de la mousse, disait-elle, comme celle qu'utilisent les ours. Ce serait plus facile, je pourrais. Écoute, je vais nouer ce morceau de corde autour de ton bras pour arrêter le saignement. Je ne peux pas la nouer autour de tes doigts vu que tu n'en as plus. Bouge pas. Will la laissa faire en cherchant ses doigts autour de lui. Ils étaient là-bas, recroquevillés comme deux points d'interrogation sur le toit en plomb. Il éclata de rire. Hé, arrête de bouger, dit-elle. Lève-toi maintenant. Monsieur Paradici a un remède, paraît-il, une pommade ou je ne sais quoi. Mais il faut que tu descendes. Le jeune type a fichu le camp. On l'a vu sortir de la tour en courant. Il ne reviendra plus. Tu l'as vaincu. Viens, Will. Avec douceur et ténacité, elle l'obligea à descendre l'escalier, après quoi ils se frayèrent un chemin au milieu des débris de verre et des éclats de bois pour pénétrer dans une petite pièce fraîche qui donnait sur le palier du dernier étage. Les murs disparaissaient derrière les étagères chargées de bocaux, de bouteilles, de pots, de mortiers et de pilons, de balances de pharmaciens. Sous la fenêtre se trouvait un évier en pierre, au-dessus duquel le vieil homme transvasait, d'une main tremblante, le contenu d'une grande bouteille dans une plus petite. Assieds-toi et bois ça, mon garçon, dit-il en versant un liquide sombre dans un petit verre. Will s'assit et prit le verre qu'on lui tendait. La première gorgée lui enflamma le fond de la gorge. Il suffoqua, et Lyra lui prit le verre des mains pour l'empêcher de tomber. Bois tout, ordonna le vieil homme. C'est quoi ce truc? De l'eau de vie de prune. Bois. Will avala une autre gorgée, prudemment. Sa main commençait à le faire souffrir sérieusement. Vous pouvez le guérir? Demanda Lyra d'une voix désespérée. Oh oui, nous avons des remèdes pour tout. Tiens, petite, ouvre ce tiroir de la table et sors-moi une bande. Will aperçut le couteau posé sur la table au centre de la pièce, mais avant qu'il ne puisse s'en saisir, le vieil homme avançait vers lui en boitant avec une bassine d'eau chaude. Bois encore, ordonna-t-il. Will serra le verre entre ses doigts et ferma les yeux, pendant que le vieil homme s'occupait de sa main estropiée. La sensation de brûlure était horrible, puis il sentit encore le contact rugueux d'une serviette sur son poignet, et quelque chose qui épongeait la plaie plus délicatement. Il éprouva une sensation de fraîcheur pendant un court instant, puis la douleur réapparut. C'est un onguent rare, expliqua le vieil homme, très difficile à obtenir, excellent pour les blessures. En vérité, il s'agissait d'un vieux tube poussiéreux de crème antiseptique ordinaire, comme Will aurait pu en acheter dans n'importe quelle pharmacie de son monde. Pourtant, le vieil homme le manipulait comme s'il renfermait de la myrrhe. Will détourna le regard. Pendant que le vieil homme nettoyait la plaie, Lyra sentit Pantalaimon qui l'appelait, en silence, pour qu'elle vienne regarder par la fenêtre. Transformé en cresserelle, il était perché sur le montant de la fenêtre ouverte, et il avait repéré un mouvement tout en bas. Lyra le rejoignit, et découvrit alors une silhouette familière. La jeune Angelica courait vers son frère aîné, Tullio, adossé contre le mur de l'autre côté de l'étroite ruelle. Il agitait les bras dans le vide, comme pour chasser un vol de chauve-souris de devant son visage. Puis il se retourna et promena ses mains sur les pierres du mur, en les observant attentivement une par une. Il les comptait. Il caressait les arêtes saillantes, le cou rentré dans les épaules, comme pour se protéger d'une chose dans son dos, en secouant la tête. Angelica semblait affolée, tout comme son petit frère Paolo, qui courait derrière elle, et lorsqu'ils rejoignirent leur grand frère, ils le saisirent par le bras et tentèrent de l'arracher à la cause de son tourment. Avec un haut le cœur, Lyra comprit alors ce qui se passait. Le jeune homme était attaqué par des spectres. Angelica le savait, elle aussi, bien qu'elle ne puisse pas voir les créatures, évidemment, et le jeune Paolo pleurait en frappant dans le vide avec ses petits poings pour essayer de les chasser. Mais tout cela était vain. Tullio était perdu. Ses mouvements se firent de plus en plus léthargiques, et finalement, il se figea. Accrochée à lui, Angelica lui secouait le bras,
avec l'énergie du désespoir. Paolo répétait le nom de son frère, tout en pleurant, comme si cela pouvait le faire revenir. Soudain, Angelica sembla sentir le regard de Laïra, et elle leva la tête. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Laïra en eut le souffle coupé, comme si la jeune fille lui avait décoché un coup de poing, tant la haine était intense dans ses yeux. Voyant que sa sœur regardait en l'air, Paolo l'imita, et de sa petite voix fluette, il s'écria « On vous tuera! C'est vous qui avez fait ça à Tullio! On vous tuera !» Les deux enfants firent demi-tour et s'enfuirent, abandonnant leur frère pétrifié. Laïra, effrayée et rongée par la culpabilité, recula à l'intérieur de la pièce et ferma la fenêtre. Les autres n'avaient pas entendu. Giacomo continuait à appliquer la pommade sur les plaies de Will, et Laïra s'efforça de chasser de son esprit la scène à laquelle elle venait d'assister. Il faut lui attacher quelque chose autour du bras pour arrêter l'hémorragie, déclara-t-elle. Le sang va continuer de couler sinon. Oui, oui, je sais, dit le vieil homme. Will garda la tête tournée sur le côté pendant qu'il lui confectionnait un pansement, et il but l'eau de vie de prune gorgée par gorgée. Au bout d'un moment, il se sentit apaisé et étrangement absent, même si sa main continuait à le faire souffrir. Et voilà, déclara Giacomo Paradici. C'est fait. Tu peux prendre le couteau maintenant. Il est à toi. Je n'en veux pas, répondit Will. Je ne veux pas être mêlé à tout ça. Tu n'as pas le choix, dit le vieil homme. Tu es le porteur désormais. N'avez-vous pas dit que c'était vous demanda Laïra. Giacomo Paradici leva sa main gauche. Son auriculaire et son annulaire avaient été tranchés, exactement comme ceux de Will. Eh oui, dit-il. Moi aussi. J'ai combattu et j'ai perdu les mêmes doigts, le symbole du porteur. Évidemment, je l'ignorais sur le moment. Laïra s'assit, les yeux écarquillés. Will, lui, s'accrocha à la table poussiéreuse avec sa main valide. Il avait du mal à trouver ses mots. Mais nous sommes venus ici parce que... Un homme a volé quelque chose à Laïra. Il voulait s'approprier ce couteau, et si on le lui rapportait, il nous... Je connais cet homme. C'est un menteur, un tricheur. Il ne vous donnera rien, croyez-moi. Tout ce qu'il veut, c'est le couteau. Et une fois qu'il l'aura, il vous trahira. Il ne sera jamais le porteur. Le couteau est à toi. À contre-cœur, Will se tourna vers le couteau et le prit. Il s'agissait d'un poignard d'aspect banal, avec une lame à double tranchant en métal terne, d'une quinzaine de centimètres, une petite garde du même métal et un manche en bois de rose. En l'examinant de plus près, Will constata que le bois était incrusté de filaments d'or formant un dessin qu'il ne parvenait pas à identifier jusqu'à ce qu'il retourne le poignard. Il découvrit alors un ange aux ailes repliées. De l'autre côté figurait un autre ange, aux ailes déployées celui-ci. Les filaments étaient légèrement en relief pour offrir une meilleure prise. Le couteau était à la fois très léger et très résistant, merveilleusement équilibré. En vérité, la lame n'était pas si terne. Un tourbillon de nuages teintés semblait affleurer à la surface du métal. Violet, bleu, ocre, gris, et d'un vert profond comme la voûte des arbres touffus, semblables aux ombres qui se rassemblent à l'entrée d'une tombe lorsque la nuit descend sur un cimetière désert. Mais les deux tranchants n'étaient pas identiques. L'un des deux possédait l'éclat étincelant du métal avant de se fondre dans les reflets irisés de la lame. Mais l'on devinait un acier d'une incomparable dureté. Will avait mal aux yeux à force de le regarder, tant il paraissait aiguisé. L'autre tranchant, tout aussi affilé, était de couleur argentée, et Lyra, qui examinait le poignard par-dessus l'épaule de Will, s'exclama. « J'ai déjà vu une lame de cette couleur. Celle qui a failli me séparer de Pantalaimon. C'est la même. » Ce côté-ci, déclara Giacomo Paradici, en frôlant la lame avec le manche d'une cuillère, peut couper n'importe quel matériau existant. Regarde. Il appuya sur la cuillère en argent contre la lame. Will, qui tenait le couteau, sentit une infime résistance. Juste avant que l'extrémité de la cuillère ne tombe sur la table, tranchée net. L'autre côté de la lame, reprit le vieil homme, possède des pouvoirs plus subtils.
Grâce à lui, tu peux même découper une ouverture dans ce monde. Essaye. Fais ce que je te dis. Tu es le porteur désormais. Tu dois apprendre. Il n'y a que moi qui puisse t'enseigner ces choses. Et il ne me reste plus beaucoup de temps. Lève-toi et écoute-moi. Will repoussa sa chaise et se leva, tenant toujours le poignard. Il avait des vertiges, des nausées et des velléités d'insoumission. Je ne veux pas. Giacomo Paradici lui coupa la parole. Tais-toi. Je ne veux pas, je ne veux pas. Tu n'as pas le choix, je te l'ai dit. Écoute-moi bien, car le temps presse. Tiens le couteau devant toi. Oui, comme ça. Ce n'est pas seulement le couteau qui coupe. Sers-toi aussi de ton esprit. Tu dois te concentrer. Fais ce que je te dis. Dirige ton esprit sur l'extrémité de la lame. Concentre-toi bien, mon garçon. Concentre tes pensées. Oublie ta blessure. Elle guérira. Pense uniquement à l'extrémité de la lame. C'est là que tu dois être. Sens les choses avec elle, en douceur. Tu cherches une ouverture, si minuscule, que tu ne peux pas la voir à l'œil nu. Mais la pointe du couteau saura la trouver, si tu l'accompagnes avec ton esprit. Sonde le vide, tâtonne dans l'air, jusqu'à ce que tu sentes cette infime déchirure dans le monde. Will essaya de faire ce qu'on lui demandait, mais sa tête bourdonnait et sa main gauche l'élançait affreusement. Il revit ses 2 doigts coupés, gisant sur le toit, et soudain il repensa à sa mère, sa pauvre mère. Que lui dirait-elle à cet instant? Comment s'y prendrait-elle pour le réconforter? Et lui, comment pourrait-il la réconforter? Il reposa le couteau sur la table et s'accroupit jusqu'à terre, en plaquant contre lui sa main estropiée. Et il se mit à pleurer. Tout cela était trop lourd à supporter. Les sanglots lui lacérèrent la gorge et la poitrine. Les larmes l'aveuglèrent. Comment ne pas pleurer en pensant à elle, cette pauvre mère adorée, terrorisée et malheureuse? Il l'avait abandonnée. Il l'avait abandonnée. Oui, il était effondré. Mais soudain, il éprouva une sensation étrange, inconnue, et en essuyant ses larmes avec le dos de sa main droite, il découvrit la tête de Pantalaimon posée sur ses genoux. Transformé en chien-loup, le démon levait vers lui ses yeux remplis de tristesse, et délicatement, il se mit à lécher la main blessée de Will plusieurs fois avant de reposer sa tête sur ses genoux. Will ignorait tout du tabou en vigueur dans le monde de l'Aïra qui interdisait à une personne de toucher le démon de quelqu'un d'autre. Et s'il n'avait pas caressé Pantalaimon jusqu'à présent, c'était uniquement par respect. L'Aïra, elle, était estomaquée. Son démon avait agi de son propre chef, et après avoir réconforté Will et repris son apparence de minuscule papillon de nuit, voilà qu'il revenait se poser sur son épaule. Le vieil homme avait assisté à cette scène avec intérêt, mais sans marque d'incrédulité. Il avait déjà vu des démons apparemment, lui aussi avait voyagé dans d'autres mondes. Le geste de Pantalaimon n'avait pas été inutile. Will déglutit avec peine et se releva en séchant ses larmes. Très bien, dit-il. Je vais essayer de nouveau. Expliquez-moi ce que je dois faire. Cette fois, il obligea son esprit à faire ce que lui disait Giacomo Paradici. Les dents serrées, tremblant sous l'effort, ruisselant de sueur. Laïra brûlait d'envie d'intervenir, car elle connaissait ce processus, comme le docteur Malone et ce poète nommé Keats. Et tous savaient bien qu'on ne pouvait pas y arriver par la force. Mais elle s'obligea à tenir sa langue et joignit ses mains. Stop! S'écria le vieil homme. Détends-toi. Ne force pas. Il s'agit d'un poignard magique, pas d'une grossière épée. Tu le serres trop fort. Desserre un peu tes doigts. Laisse ton esprit glisser dans tout ton bras, jusque dans le poignet, dans le manche ensuite, et le long de la lame, sans te presser, en douceur. Détends-toi. Laisse-le aller jusqu'au bout de la lame, là où le fil est le plus tranchant. Tu dois devenir le bout de couteau. Vas-y, va tout au bout. Sens-le, et reviens. Will essaya une nouvelle fois. Lyra voyait tout son corps vibrer sous la tension, ses mâchoires se crisper, et au bout d'un moment, une sorte de force supérieure s'empara de lui, apaisante et éclairante.
Cette force n'était en vérité que la volonté de Will, ou celle de son démon peut-être. Comme il devait se sentir seul sans démon, songea Lyra. Quelle tristesse! Pas étonnant qu'il ait fondu en larmes. Et Pantalaimon avait eu raison de réagir de cette façon, même si elle avait éprouvé une curieuse sensation à ce moment-là. Elle tendit la main vers son démon adoré, et celui-ci, sous sa forme d'hermine, descendit sur ses genoux. Ensemble, ils constatèrent que le corps de Will avait cessé de trembler. Certes, il paraissait toujours aussi crispé, mais de manière différente. Le poignard avait changé, lui aussi. Peut-être était-ce dû au nuage de couleur sur la lame, ou bien à la façon toute naturelle dont il reposait dans la main de Will. Les petits mouvements qu'il effectuait avec le bout de la lame n'étaient plus le fait du hasard, de toute évidence. Il sonda l'air avec la lame, d'un côté tout d'abord, puis il fit pivoter le couteau dans sa main pour tester l'autre côté, mais toujours avec le tranchant argenté. Et soudain, il lui sembla déceler un minuscule accroc dans l'étoffe de l'atmosphère. C'est quoi? C'est ça? Demanda-t-il d'une voix enrouée par l'émotion. Oui, ne force pas. Reviens maintenant. Reviens à toi. Lyra imagina qu'elle voyait l'âme de Will remonter le long de la lame, jusqu'à sa main, puis dans son bras, jusqu'à son cœur. Il se redressa et laissa retomber sa main, l'air hébété. J'ai senti quelque chose au bout, dit-il à Giacomo Paradici. Au début, le couteau glissait dans le vide, et tout à coup, j'ai senti comme un... Parfait. Tu vas recommencer. Cette fois, quand tu sentiras l'ouverture, enfonce le couteau et fais une entaille. N'hésite pas, mais ne sois pas surpris. Surtout, ne lâche pas le couteau. Will dut s'accroupir et inspirer à fond 2 ou 3 fois en coinçant sa main mutilée sous son bras droit avant de continuer. Mais il était déterminé maintenant. Il se redressa, tenant le couteau devant lui. La seconde tentative fut plus aisée. Ayant senti une première fois l'étrange petit accroc dans le vide, il savait ce qu'il cherchait, et il lui fallut moins d'1 minute pour le retrouver. C'était comme chercher délicatement l'espace entre 2 points de suture avec la pointe d'un scalpel. Il le sonda avec la lame, la retira, l'enfonça encore une fois pour être sûr, et il obéit aux ordres du vieil homme. Il tailla en oblique avec le bord argenté. Heureusement que Giacomo Paradici lui avait dit de ne pas se laisser surprendre. Will tint fermement le couteau et le reposa sur la table avant de donner libre cours à sa stupéfaction. Lyra s'était déjà levée, hébétée, car devant eux, au milieu de cette petite pièce poussiéreuse, s'ouvrait désormais une fenêtre semblable à celle qui se trouvait sous les marronniers. Un trou dans le vide, par lequel on apercevait un autre monde. Et parce qu'ils étaient hauts dans la tour, ils surplombaient le nord d'Oxford. Ils se trouvaient à l'aplomb d'un cimetière, plus précisément, tourné vers la ville. On distinguait la rangée de marronniers, un peu plus loin, des maisons aussi, des routes, et à l'horizon, les tours et les clochers de la ville. S'ils n'avaient jamais vu de fenêtres semblables, ils auraient cru à une quelconque illusion d'optique. Mais ce n'était pas une illusion. L'air pénétrait par cette ouverture. Ils sentaient les effluves des gaz d'échappement. Or, les voitures n'existaient pas dans le monde de site à gaz. Pantalaimon se changea en moineau pour franchir l'orifice et virevolter avec délicatesse dans les airs. Il goba un insecte avant de franchir la fenêtre en sens inverse pour revenir se poser sur l'épaule de Lyra. Giacomo Paradici regardait tout cela avec un étrange petit sourire, empreint de tristesse. Voilà comment on ouvre un passage, dit-il. Maintenant, tu dois apprendre à le refermer. Lyra recula pour laisser de la place à Will, et le vieil homme vint se placer à côté de lui. Pour ce faire, tu dois te servir de tes doigts, dit-il. Une main suffit. Pour commencer, palpe d'abord les contours du trou, comme tu l'as fait avec le couteau. Pour les sentir, tu dois projeter ton âme dans l'extrémité de tes doigts. Caresse délicatement l'air, jusqu'à ce que tu trouves les bords. Et ensuite, tu les pinces l'un contre l'autre. C'est aussi simple que ça. Essaye. Mais Will tremblait. Il ne parvenait pas à retrouver ce fragile équilibre de la pensée qui était nécessaire, et il sentait monter la frustration. Lyra comprit ce qui se passait. Elle s'approcha
et lui prit le bras droit. Assieds-toi, Will, je vais te montrer comment faire. Repose-toi une minute, car ta main te fait mal, et la douleur te déconcentre. Ça va passer au bout d'un moment. Le vieil homme leva les mains au ciel, comme pour protester, mais finalement il se ravisa, haussa les épaules, et se rassit sans rien dire. Will s'assit lui aussi, pour regarder Lyra. Qu'est-ce que je ne fais pas bien demanda-t-il. Il était maculé de sang et tremblant. Ses yeux étaient exorbités. Aucun doute, il fonctionnait sur les nerfs. Il serrait les mâchoires, tapait du pied, le souffle haletant. C'est à cause de ta blessure, expliqua-t-elle. Ce n'est pas ta faute. Tu fais exactement ce qu'il faut, mais ta main t'empêche de te concentrer. Je ne connais pas de moyen d'éviter ce problème, mais peut-être que si tu n'essayes pas d'oublier la douleur, justement. Comment ça? Tu essayes de faire deux choses en même temps avec ton esprit. Tu essayes d'ignorer la douleur et de refermer la fenêtre. Je me souviens du jour où j'ai essayé de déchiffrer l'alétiomètre en ayant peur. Détends-toi et dis-toi: oui, ça fait mal, je sais. N'essaye pas d'ignorer la douleur. Will ferma les yeux quelques secondes. Sa respiration ralentit. D'accord, dit-il. Je vais essayer. De fait, ce fut beaucoup plus facile cette fois. Il palpa l'air invisible à la recherche des contours du trou et les trouva en moins d'une minute. Il suivit alors les instructions de Giacomo Paradici. Il pinça les bords. Il n'y avait rien de plus facile au monde, en effet. Il eut un sentiment d'exaltation, bref et intense, et soudain la fenêtre disparut. L'accès à l'autre monde était refermé. Le vieil homme tendit à Will une gaine en cuir, renforcée avec de la corne et munie d'attaches destinées à maintenir le couteau en place, car le moindre mouvement de la lame aurait suffi à trancher le cuir le plus épais. Will glissa et fixa le poignard à l'intérieur de la gaine, aussi solidement que le lui permettait sa main estropiée. Ce devrait être une occasion solennelle, déclara Giacomo Paradici. Si nous avions des jours et des semaines devant nous, je pourrais commencer à te raconter l'histoire du poignard subtil de la guilde de la Torre degli Angeli, et toute la triste histoire de ce monde corrompu et insouciant. Les spectres sont apparus par notre faute, notre seule faute. À cause de mes prédécesseurs, des alchimistes, des philosophes, des hommes de savoir qui effectuaient des recherches sur la nature la plus profonde de ces choses. Ils ont fini par s'intéresser aux liens qui unissent les plus petites particules de matière. C'était une ville mercantile et riche, une ville de marchands et de banquiers. Nous pensions tout savoir, tout connaître. Alors nous avons défait ces liens, et nous avons laissé entrer les spectres. Mais d'où viennent ces spectres? Interrogea Will. Pourquoi une fenêtre est-elle restée ouverte sous les marronniers, celle par où nous sommes passés la première fois? Y a-t-il d'autres fenêtres dans le monde? La provenance des spectres demeure un mystère. Viennent-ils d'un autre monde? Des profondeurs de l'espace? Nul ne le sait. Ce qui importe, c'est qu'ils sont là désormais, et ils nous ont détruits. Y a-t-il d'autres fenêtres dans ce monde? Oui, quelques-unes, car parfois le porteur du couteau fait preuve de négligence. Il oublie, ou bien il n'a pas le temps de refermer le trou comme il le devrait. Quant à la fenêtre sous les arbres, celle que vous avez empruntée, c'est moi-même qui l'ai laissée ouverte dans un moment de stupidité impardonnable. Cet homme dont vous parliez, j'avais envisagé de l'attirer dans cette ville, où il aurait été victime des spectres, mais je suppose qu'il est trop intelligent pour tomber dans ce genre de piège. Pourtant il veut le couteau à tout prix. Je vous en prie, faites qu'il ne l'ait jamais entre ses mains. Will et Lyra échangèrent un regard. Bref, conclut le vieil homme avec un haussement d'épaules fataliste. Tout ce que je peux faire, mon garçon, c'est te remettre le couteau et te montrer comment l'utiliser. Ce que j'ai fait. Et t'expliquer quelles étaient les règles de la guilde avant son déclin. Premièrement, ne jamais ouvrir un trou sans le fermer. Deuxièmement, ne jamais laisser quelqu'un d'autre utiliser le couteau. Il n'appartient qu'à toi. Troisièmement, ne jamais l'utiliser pour de vils motifs. Quatrièmement, nul ne doit connaître son existence. S'il y avait d'autres règles, je les ai oubliées. Et si je les ai oubliées, c'est qu'elles n'ont pas d'importance. Tu as le couteau, tu es le porteur. Tu es trop jeune pour cette tâche, mais notre monde est en train de s'écrouler. Et la marque du porteur est indéniable.
Je ne connais même pas ton nom. Pars maintenant. Je vais bientôt mourir, car je sais où sont les drogues empoisonnées, et je n'ai pas l'intention d'attendre que les spectres viennent me chercher dès que le couteau ne sera plus là. Pars. Mais monsieur Paradici, dit Lyra. Le vieil homme secoua la tête. Le temps presse. Vous êtes venu ici pour accomplir une tâche précise. Peut-être ignorez-vous sa nature, mais les anges qui ont conduit vos pas la connaissent. Allez, mon garçon, tu es courageux et ton amie est intelligente. Et tu as le couteau. Va. Vous n'allez pas vous empoisonner demanda Lyra. Viens, lui dit Will. Quelle est cette histoire d'ange insista-t-elle. Will la tira par le bras. Viens, répéta-t-il. Il faut y aller. Merci, monsieur Paradici. Il tendit sa main droite maculée de poussière et de sang, et le vieil homme la serra doucement. Il serra celle de Lyra ensuite, et, d'un signe de tête, salua Pantalaimon, qui répondit en inclinant sa petite tête blanche d'hermine. La main plaquée sur le couteau dans sa gaine en cuir, Will descendit le grand escalier obscur et ressortit de la tour le premier. Sur la petite place, le soleil était brûlant et le silence profond. Lyra jeta des regards méfiants autour d'elle. Mais la rue était déserte, et mieux valait ne pas alarmer Will en lui parlant de ce qu'elle avait vu, songea-t-elle. Il avait déjà assez de soucis. Elle l'entraîna dans la direction opposée à la rue où elle avait aperçu les enfants et où le pauvre Tullio était resté figé, pétrifié comme une statue. J'aurais voulu, dit Lyra, lorsqu'ils eurent presque traversé la place en s'arrêtant pour regarder en arrière. C'est affreux de penser que ses dents étaient toutes cassées et il ne voyait presque rien avec son œil. Il va avaler du poison et mourir. J'aurais voulu. Elle était au bord des larmes. Tais-toi, dit Will. Il ne souffrira pas. Il va juste s'endormir. Mieux vaut la mort que les spectres, a-t-il dit. Qu'est-ce qu'on va faire, Will se lamenta-t-elle. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tu es grièvement blessé et ce pauvre vieil homme? Je déteste cet endroit. Franchement, j'aimerais y mettre le feu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est facile, répondit Will. Il faut qu'on récupère l'alétiomètre. On va donc être obligé de le voler. Voilà ce qu'on va faire.